je souhaite désormais la bienvenue à Monsieur Bruno Patino, président d'Arte, qui est auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur de réflexions sur les usages du numérique, notamment la civilisation du poisson rouge, Tempête dans le bocal ou plus récemment Submersion notamment, mais qui était également président du comité indépendant de pilotage des états généraux de l'information et donc qui, à ce titre, nous paraissait devoir être auditionné par notre commission. Monsieur Patino, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. On a environ 45 minutes devant nous. Je vais vous donner tout d'abord la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercie également de déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations, notamment si vous avez été rémunéré de façon directe ou indirecte par exemple, une plateforme du numérique, mais tout autre intérêt devra être déclaré également. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur Patino, à activer votre micro, à lever la main droite et à dire je le jure. Je le jure. Merci. Je vous avais donc la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Alors, c'est juste en termes de déclaration d'intérêt, je n'ai jamais été rémunéré par une quelconque plateforme numérique. J'ai fait juste partie, il y a plusieurs années, du comité d'experts du DNI, Digital News Initiative de Google à l'époque, qui était en charge de l'évaluation des projets qui devaient être technologiquement aidés à un moment donné dans le domaine de l'information, mais c'était une position à la fois indépendante de Google et évidemment non rémunérée. Voilà, et donc bénévole. Je ferme la parenthèse. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais être assez court dans les propos liminaires parce que le sujet est tellement vaste que je préfère, à la limite, qu'on s'oriente sur les questions. Vous dire que, de toute façon, aujourd'hui, la, la, j'allais dire, la question large des réseaux sociaux et plus précise concernant un certain nombre d'acteurs, dont sans doute aujourd'hui le plus en croissance, qui est TikTok, est une question qui me semble absolument fondamentale pour comprendre l'évolution de notre espace public. Parce que ces outils, ces dernières années, sont devenus, certes, tous les sociologues l'ont montré, des outils de socialisation, donc qui arrivent à déterminer ou qui arrivent plutôt comment dire, inspirer très fortement les rapports des individus entre eux, et notamment des plus jeunes évidemment. Et puis par ailleurs, ce sont devenus des outils d'information, de divertissement, de culture, et donc qui fondent en plus ou qui construisent, on va dire, l'environnement pendant une partie croissante du temps d'un très très grand nombre de nos contemporains. Et, euh, et, et ceci, je pense, avec un double phénomène qui me semble, qui a été dit par tout le monde, si vous voulez. Un premier phénomène, j'allais dire, qui a été et sur lequel j'ai beaucoup écrit, élaboré, c'est que ces réseaux qui ont été tous construits par des acteurs numériques qui se rémunéraient par l'économie de l'attention, pour être très clair, par l'économie de la publicité. Ce sont des outils qui se sont développés avec comme objectif économique le fait que nous y consacrions un temps sans cesse croissant. Et donc, c'est le modèle économique de ces réseaux qui n'était pas pensé à l'origine comme devant être ce modèle-là. Enfin, moi, on y reviendra, je pense, mais on aurait pu imaginer
un réseau social comme Facebook payant sur abonnement. On aurait pu imaginer d'autres modèles économiques, même un réseau social sur le modèle de Wikipédia, en réalité, qui aurait été un modèle en open source contributif. Mais il se trouve que pour des raisons de contexte historique, notamment 2006-2007, ces réseaux se sont construits au moment même où l'économie de la donnée prenait le pas sur la construction du réseau. Et donc, dans cette économie de la donnée, il devenait nécessaire pour ces acteurs de se rémunérer avec, le modèle publicitaire. Et donc, ils ont mis en place des outils euh, qui, extractant, comment dire, procéder à l'extraction maximale des données des utilisateurs pour les monétiser de façon publicitaire, mais utiliser aussi ces données pour développer un certain nombre d'outils de ce qu'on a appelé la captologie à un moment donné, c'est-à-dire des outils numériques qui rendent de façon croissante, en tout cas qui développent une certaine forme d'assuétude aux écrans. Et rien de tout ça n'est un accident. En réalité, c'est une conséquence absolue du modèle économique de ces réseaux sociaux. Mais la deuxième chose importante des réseaux aussi, on va y arriver, et qui pour moi me semble souvent sous-estimée par les analystes, et qui ne dépend pas là de leur modèle économique, c'est que ces réseaux-là se sont construits de façon telle euh, à ce que, en fait, ce sont des endroits qui, au départ, sont sans contexte. Je m'explique, c'est-à-dire que, en gros, ces derniers siècles, petit à petit, toutes les conversations se norment avec, comme disait le philosophe espagnol Ortega y Gasset, je suis moi dans mon contexte. Donc, pour quelqu'un de mon âge, quand on me demandait à 15 ans de définir ce que c'était que l'information, je répondais par le contexte. C'est ce que je lis dans le journal ou ce que j'écoute au journal radiophonique le matin ou ce que je vois au journal télévisé le soir. Pareil, une conversation, quand vous êtes au bistrot, évidemment, le contexte de la conversation fait que vous n'avez pas une conversation de même nature que quand vous êtes là en audition parlementaire en ce moment ou quand vous êtes avec vos amis, etc., etc. Et donc, si j'ose dire, notre société s'était construite petit à petit en ayant des conversations différentes par contexte. Et on les avait tous compris. Et le contexte, en réalité, posait d'une certaine façon le décor du type de conversation qu'on devait avoir et donc de la façon dont on devait absolument l'interpréter. Il est évident que quelqu'un qui me dit quelque chose au bistrot, je ne le prends pas forcément aussi au sérieux que quelqu'un qui va me dire quelque chose dans un amphithéâtre universitaire. Voilà, les contextes étant différents, ma réception de ce que je vais écouter, de ce que je vais voir ou de ce que je vais entendre va pas être la même parce qu'évidemment, j'aurai mon filtre contextuel qui va me dire attention, là tu l'as vu au bistrot, accoudé au zinc, et dans l'autre cas, c'était dans un amphi universitaire. Et donc évidemment, c'est pas, tu dois pas prendre les choses de la même façon. Un réseau social, et je pense que c'est très très important de le comprendre, c'est un endroit sans contexte, où en réalité, c'est à l'utilisateur lui-même de devoir comprendre quelle est la nature de la conversation auquel il assiste et quelle est la nature du message auquel il est soumis. Alors vous allez me dire souvent, on sait bien, il y a des comptes, en réalité, évidemment, si vous voyez quelque chose qui vient d'un compte de l'AFP, vous n'allez pas le prendre autant, vous allez le prendre plus au sérieux qu'un compte qui émènera de Toto 27, hein. Mais dans la réalité, quand vous regardez bien les études sociologiques qui sont faites aujourd'hui, en réalité, quand vous êtes sur les réseaux, vous attribuez une importance moindre au détenteur du compte que à la plateforme sur laquelle vous êtes. Et donc, dans réalité, c'est un endroit qui est hors contexte, ou plus exactement, qui mélange tous les contextes, toutes les cultures et tous les types de messages. Et c'est à l'utilisateur d'essayer de comprendre euh, quel est le type de message auquel il a affaire. Le troisième point sur les réseaux, et ça a souvent été dit, c'est que, évidemment, le modèle économique est celui de l'économie de l'attention, donc ça vise, première chose, à rendre de plus en plus dépendant. La deuxième chose, c'est un endroit sans contexte, donc qui peut faire perdre tous les repères à un moment donné aux personnes qui l'utilisent et donc saper la confiance en général.
Mais troisième point, ce ne sont pas des endroits sans organisateurs. Et ça, je pense que ces dernières années, si on en croit les dernières études qui ont été publiées, la conscience très forte de la part des utilisateurs que, entre guillemets, l'algorithme organise la conversation et que ce qu'ils sont en train de voir n'est pas dû au hasard, mais dû à quelque chose qui mélange à la fois ce qui vient d'eux, leurs propres données, et les intérêts, je mets ça des guillemets, de la plateforme, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus nettement. C'était pas du tout clair il y a 10 ans quand on faisait des études auprès des utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils pensaient toujours que, en gros, c'était le fruit du hasard ou de la chronologie ou de leurs amis. Maintenant, ils comprennent qu'il y a un utilisateur caché. L'utilisateur caché aujourd'hui, on voit bien qu'il est déterminé à la fois par des raisons économiques, le modèle de l'attention. Donc, j'organise les messages de façon à maximiser mes revenus publicitaires. Donc, évidemment, la hiérarchie des messages que je propose comme réseau social, ce sont des messages qui sont classés suivant leur efficience économique. Un message avec efficience économique forte, c'est un message que vous allez à la fois regarder rapidement, même si vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, et que vous allez partager rapidement, quelquefois même sans l'avoir vu. Or, l'efficience économique, plus un message est émotionnel, plus il est efficace économiquement, suivant ces deux critères-là. Et aujourd'hui, l'émotion qui est la plus efficace économiquement, c'est la rage. La joie est une émotion, le rire est une émotion, mais quand on les classe, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'émotion qui provoque le plus de viralité, le plus de réactions rapides, c'est-à-dire un temps d'attention général le plus grand, c'est la rage et la colère. Donc, on voit bien dans ce contexte-là, par ailleurs, que l'organisateur peut être économique, mais depuis un certain nombre de mois maintenant, Elon Musk nous démontre que l'organisateur peut être aussi à un moment donné idéologique. C'est-à-dire que l'algorithme peut être utilisé à des pures fins idéologiques. Et là, clairement, enfin Twitter en devenant X, a aujourd'hui, on voit bien que l'algorithme n'est pas uniquement déterminé par des raisons économiques, mais par des raisons profondément idéologiques. Et donc, ces outils qui se sont construits à l'abri aux États-Unis de la section 230, qui faisait la différence, qui fait toujours, pardon, la différence entre un éditeur et comment dire, et une plateforme, en disant bien qu'un hébergeur, entre guillemets, de la même façon que le facteur n'est pas responsable du contenu des lettres qu'il distribue, la section 230 a acté ce qu'on a pu appeler de façon un peu générique la neutralité du net en disant bah, des tuyaux ne peuvent pas être responsables du contenu que mettent les utilisateurs dans ces tuyaux, mais en réalité, et on va y revenir j'imagine, la problématique énorme ou l'éléphant dans la pièce, hein, c'est que ce ne sont pas vraiment des tuyaux puisqu'ils ont un organisateur. Donc ce ne sont pas vraiment des éditeurs, puisqu'effectivement, ils n'ont pas eux-mêmes créé le contenu qu'ils vous proposent, mais parce qu'ils les accélèrent d'une part et les amplifient d'autre part, donc par ces deux mécanismes d'accélération et d'accélération et d'amplification de messages choisis suivant soit leur efficience économique, donc leur degré émotionnel, soit leur posture idéologique, clairement là, on a un type de responsabilité qu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à déterminer avec un adjectif ou un substantif particulier, parce que ce n'est pas vraiment un éditeur, mais d'un autre côté, c'est une vraie responsabilité. Ce que vous engagez, ce que vous accélérez et ce que vous amplifiez engage votre responsabilité. Et donc prétendre que la neutralité existe quand vous amplifiez et accélérez un certain nombre de messages que vous choisissez, c'est évidemment une vue de l'esprit. Et donc je pense qu'on tourne tous autour de cette question aujourd'hui. C'est on voit bien que ces acteurs ne sont pas neutres. On voit bien que ces acteurs, à la fois en développant une forme de dépendance, ont une responsabilité réelle qui fait nourrir une forme de compliance et que par ailleurs, ils ne sont pas neutres. Comment on appelle cette responsabilité-là? Comment on qualifie ce terme-là? Donc, pour pas être trop long, on,
on tourne autour de ça. Je vais parler de TikTok à la fin, évidemment, mais on tourne autour de ça. Moi, en ce qui me concerne, je crois que je me permets quelque chose peut-être un peu. C'est très compliqué pour une nation quelle qu'elle soit d'être d'être souveraine, ou pour l'Europe d'être souveraine sans à un moment donné avoir une souveraineté sur un certain nombre d'outils qui mettent en relation les gens. Et j'imagine que demain, pardon de dire ça, je sais que je suis en audition parlementaire, donc c'est peut-être un raccourci, mais j'imagine que si demain Elon Musk devenait le propriétaire de la Poste, les Français se diraient non, quand même, il se passe quelque chose. C'est pas lui qui va décider du courrier qui m'est distribué ou pas. Il faudrait s'assurer qu'à un moment donné, les règles de distribution neutre du courrier le sont. Et d'une façon ou d'une autre, pour des raisons technologiques, pour des raisons capitalistiques, pour des raisons de volonté, c'est vrai que ces 2 dernières décennies, les Européens n'ont pas réussi à développer d'outils à un moment donné qui mettent en relation les uns et les autres. Et donc, malgré tout, il me semble qu'à un moment donné, mais c'est une conviction que j'ai, qui peut-être n'est pas forcément partagée, mais qui était partagée par un chercheur américain qui s'appelle Ethan Zuckerman, qui a été, que j'ai mentionné dans mes livres, et qui a été à un moment donné le patron du Center for Civic Media du MIT. Il disait, tant que de toute façon, vous n'aurez pas développé des outils à un moment donné souverains, d'une certaine façon, vous serez soumis à un problème, c'est-à-dire que vous serez soumis au problème d'être en capacité ou pas d'imposer une régulation dans un rapport de force qui ne vous sera pas forcément favorable. Et donc, maintenant, je vais vous dire un peu quelles sont les pistes que moi je peux imaginer par rapport à ce que j'ai dit là. Mais ce sont des pistes qui sont de toute façon, en ce qui me concerne, des optimums de second rang par rapport au fait d'avoir des outils à un moment donné. Ethan Zuckerman disait, il faudrait que vraiment, de la même façon que l'Europe, à un moment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a décidé que avoir une souveraineté sur ses fréquences, qui pouvait permettre d'avoir des audiovisuels publics qui soient soit importants, soit monopolistiques pour assurer cette souveraineté-là sur la télé et la radio. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des services publics en termes de réseau, vous aurez des soucis. Je ferme cette parenthèse-là. Donc en réalité, les quelques pistes euh, que j'ai pu voir moi, et je vous dirai ensuite deux, trois choses sur TikTok de façon particulière. La première chose, concernant l'addiction, concernant tous ces mécanismes-là, clairement, c'est ce qu'on appelle la responsabilité algorithmique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la transparence algorithmique, parce que la transparence algorithmique, ça fait partie d'abord du secret, du secret, du secret des affaires, mais par ailleurs, enfin, très peu de monde est capable de comprendre l'évolution quotidienne d'un algorithme, mais la compliance, c'est-à-dire la responsabilité algorithmique, c'est-à-dire être en capacité de mesurer les impacts sur la santé mentale, l'attention, etc., des algorithmes utilisés et rendre ces sociétés responsables de ces impacts. De la même façon que quelqu'un qui mettrait dans le commerce de la nourriture industrielle qui empoisonnerait les gens ou provoque une forme d'obésité ou autre, ben, petit à petit, on développe leur responsabilité à la fois par des mécanismes de prévention, par des mécanismes d'alerte et par des mécanismes d'interdiction. Donc le premier volet sur l'addiction, la santé mentale, etc., c'est un mécanisme de compliance, de responsabilité algorithmique, dont on voit des débuts dans la législation européenne, hein, notamment le DSA, qui était avant l'arrivée de Trump, c'était des pistes sur lesquelles travaillait l'administration Biden sous le nom d'Algorithmic Accountability. Et c'est des pistes que un certain nombre d'entre nous poussent depuis assez longtemps, y compris, par exemple, à un moment donné, le rapport Loutrel sur Facebook, qui a maintenant au moins 6 ou 7 ans, déjà évoqué cette piste-là, et moi j'ai dû l'évoquer il y a presque 10 ans dans un livre. Ça, c'est sur la santé mentale et les effets, c'est-à-dire vous êtes responsable des impacts sur la santé mentale, sur des algorithmes
que vous promeuvez, c'est-à-dire des accélérations ou des amplifications de messages que vous faites. La deuxième chose qui est importante par rapport au contexte et par rapport à l'espace public, et ça c'est une piste qu'on a évoquée très fortement dans les États généraux de l'information, c'est la piste du pluralisme des algorithmes. C'est-à-dire que si les plateformes existent, il faut qu'à un moment donné, et dans le DSA, il y a des petites graines, pardon de parler comme ça, qui peuvent à un moment donné, lors d'une révision, donner naissance à cela. C'est-à-dire qu'en réalité, promouvoir l'idée qu'à un moment donné, de la même façon qu'en ce moment, on voit bien que Google a affaire, et en ce qui me concerne, je trouve ça très bien, un procès sur le fait que son outil publicitaire est lié totalement à son moteur de recherche et qu'il n'y a pas de pluralité des outils publicitaires et donc il y a une situation de monopole. Et bien de la même façon, un réseau social devrait pouvoir proposer plusieurs algorithmes d'organisation de son message et donc d'avoir ce pluralisme-là qui permettrait à des algorithmes contextuels, à un moment donné, de rentrer. Alors ça peut paraître une vue de l'esprit, mais ce qu'on avait en tête, et notamment avec Sébastien Soriano du groupe 1 de travail des EGI, c'était de dire, par exemple, vous pouvez à un moment donné avoir euh, Le Monde, Le Figaro, Libération ou l'Humanité proposant chacun son algorithme d'organisation du fil X et mettre en avant un certain type de message. Et ce genre de choses permet de contextualiser les messages à un moment ou à un autre. Donc, du point de vue de la régulation, si vous voulez, moi je pense que les outils de régulation importants sont des outils à la fois de responsabilité algorithmique et pluralisme des algorithmes. Le troisième point, et j'en finis après, et après je vais parler 2 minutes de TikTok, le troisième point qui malgré tout reste le plus important, c'est celui de l'éducation. C'est bête à dire, mais je pense que malgré tout, euh, l'apprentissage de façon assez importante dès le début d'une connexion maîtrisée dans le temps et maîtrisée dans l'espace, c'est-à-dire savoir qu'il y a des moments sans connexion, des espaces sans connexion. Et des moments sans connexion, c'est clairement des moments de lecture ou des moments d'écriture ou des moments de dialogue, des lieux sans connexion. Moi, je suis un partisan de l'école sans connexion, vraiment, et même de l'université sans connexion. Et d'ailleurs, certaines universités, moi, ce qui me fait souvent sourire, c'est qu'à Stanford, en master, vous êtes au cœur de la Silicon Valley et vous avez beaucoup de cours sans connexion pour justement être en mesure à un moment donné d'être en attention, des lieux sans connexion. Ça arrive petit à petit. Au cinéma, on n'a plus le droit et c'est heureux, etc. Mais des lieux sans connexion, des temps de connexion. Donc, un, maîtriser la connexion. Deux, comprendre ce que c'est qu'un algorithme, c'est-à-dire comprendre à un moment donné qu'il y a un organisateur secret. Et trois, surtout, une culture contextuelle et une culture du libre arbitre pour essayer de former toute une génération, y compris les plus vieux maintenant, à quelque chose auquel les anciens n'ont pas dû être formés parce qu'ils n'étaient pas soumis à ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de déterminer quelle est la nature du message et le contexte du message, puisque vous n'avez plus de filtre aujourd'hui par rapport à ça. Donc en gros, c'est ça, c'est les pistes pour simplifier. TikTok, après, TikTok, j'allais dire aujourd'hui, en 2025, c'est la version ultime des produits d'addictologie en réalité. C'est-à-dire que si on comparait les réseaux sociaux à une forme de drogue addictive, TikTok, c'est la formule parfaite. Parce qu'elle vous met dans un rail à un moment donné, qui est un rail de passivité sucrée en réalité. C'est-à-dire que vous êtes sur un visionnage infini, de format court. Vous pouvez les passer quand ça ne vous va pas. Vous pouvez accélérer. Et en fait, vous êtes totalement passif. Donc, si vous voulez, il y a un effet stroboscopique sur TikTok, hein. C'est du stroboscope sucré. Et je défie quiconque, pas seulement les plus jeunes, hein, mais je défie quiconque de ne pas à un moment donné, à un moment donné avoir ce rapport avec TikTok. On s'aperçoit que beaucoup de jeunes ont un rapport à TikTok qui s'apparente à la boulimie en réalité. C'est-à-dire que
vous consommez du TikTok. Vous dites, tiens, avant de m'endormir, je vais faire 5 minutes de TikTok. 2 heures après, vous y êtes encore. Et vous n'avez pas au total une satisfaction réelle à l'avoir été. Alors on peut essayer à un moment donné, nous on essaye avec Arte, etc., de mettre des passerelles dedans pour essayer de détourner les gens de ce rail-là, mais en réalité le rail, il est d'une efficacité absolue. Et donc dans les deux fois des choses qu'on avait évoquées avant, c'est-à-dire un, la dictologie, et deux, par ailleurs, la souveraineté, et le mécanisme organisateur, euh, on voit bien qu'on a deux aspects de considérer TikTok. Est-ce que c'est un instrument sur lequel la souveraineté nous échappe totalement? Bien sûr, mais est-ce que c'est un instrument d'addictologie majeure aussi? Également. Et donc en réalité, cet outil-là, il est, il a modifié, quand on regarde les chiffres, les comportements euh, en 5 ans, 6 ans, la modification qu'il a provoquée, notamment moi je suis convaincu sur la lecture, l'attention, le rapport à l'autre, est quelque chose de, euh, de tout à fait inquiétant. Vous savez, juste pour terminer, moi je pense que, je me permets de me paraphraser, là vous m'en voudrez pas, mais je, je crois que le paradoxe de ces services, c'est qu'en fait ils sont basés sur du calcul, mais puisque c'est des extractions de données, calcul algorithmique de satisfaction permanente, hein, mais, mais ils utilisent tous les codes du jeu en fait. Et donc vous avez à la fois l'efficacité du jeu et la puissance du calcul qui se mettent ensemble pour en réalité nous mettre sur des rails. Et autant on arrive à voir que des réseaux à l'ancienne, si j'ose dire, puisque Facebook, Instagram, etc., sont des réseaux qui, à un moment donné, ont accepté, en réalité, euh, de façon, tant que ça, tant que ça n'attaquait pas le modèle économique, ces réseaux acceptaient à un moment donné d'avoir des codes de bonne conduite qui étaient plus ou moins, plus ou moins respectés. Quand TikTok a proposé, je crois que c'était il y a 1 an ou il y a 1 an et demi, son code de bonne conduite en disant le contrôle parental, la limitation, etc., ce sont des outils qui sont tellement antinomiques à son modèle, hein, que ça m'intéresserait beaucoup de savoir quel est le taux de pénétration de ces outils de maîtrise de TikTok ou de contrôle parental ou autre sur TikTok qui sont utilisés aujourd'hui. Et en réalité, pour terminer là-dessus, moi je dis, moi-même, je suis parent, mais mes enfants sont grands maintenant à l'âge que j'ai. Mais je crois qu'une des questions les plus intrusives que vous pouvez poser à un ado, c'est de lui dire, montre-moi ton fil TikTok. Parce que l'algorithme est tellement puissant, il est tellement intégré sur les choses les plus intimes en réalité, que à la fois c'est d'une très grande puissance, d'une très grande intrusion en termes d'intimité, et donc d'une très grande efficacité en termes de dépendance. Merci pour ce propos liminaire d'une dizaine de minutes qui était fort riche et passionnant, mais qui voilà, a en fait duré un peu plus longtemps que Ouais, 10 minutes. pardon, Mais excusez-moi. on n'a pas osé vous couper parce que enfin, voilà, c'était très structuré et très clair pour nous. Et, enfin, voilà. Donc je vais laisser la parole à Madame la rapporteure et puis je compléterai éventuellement, sachant qu'il nous reste en gros une quinzaine de minutes. Mm. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur, pour votre présence et pour le propos liminaire très riche, en effet, que vous avez pu avoir. Je serai assez brève pour pouvoir laisser peut-être d'autres collègues aussi s'exprimer. Sachant que je me suis permis de vous transmettre, vous l'avez sans doute eu, un questionnaire donc qui permettra quand même déjà d'avoir un certain nombre de réponses. Mais vous commenciez votre propos en disant, bah, finalement, ces réseaux sociaux, TikTok en particulier, mais tous les réseaux sociaux, voilà, sont aujourd'hui un peu dans notre vie, à la fois comme outil de socialisation,
mais aussi comme une forme d'outil d'information, de divertissement culturel parfois. Donc, oui, en effet, c'est là, on reviendra difficilement en arrière, et je pense que c'est vain de vouloir combattre l'existence des réseaux sociaux en tant que tels. En revanche, vous l'avez vu, nous, dans notre commission d'enquête, on s'est attaché quand même à se focaliser sur les mineurs, sur les plus fragiles d'entre nous, et sur l'impact de ces réseaux sociaux et de TikTok singulièrement sur leur santé mentale. Donc déjà, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas quand même distinguer dans notre objectif de régulation ou de contrôle de l'algorithme de ces réseaux sociaux, voilà, le grand public en tant que tel et les mineurs qui sont en effet les plus fragiles d'entre nous? Et puis, vous disiez, enfin, vous dites dans vos ouvrages, et notamment La civilisation du poisson rouge, vous évoquez, comme vous le disiez tout à l'heure, l'impact que ça peut avoir sur la patience, sur notre capacité de concentration, sur finalement tout ce qu'on va, en tout cas tout ce que nos jeunes vont délaisser au profit de ces réseaux sociaux, et particulièrement la lecture ou d'autres formes de divertissement et de culture. On voit bien quand même qu'on a des générations actuellement qu'on est en train de alors ça c'est un propos personnel, mais d'abîmer quand même, je trouve, avec l'usage excessif de ces réseaux sociaux et particulièrement de TikTok. On le voit, voilà, quand on va voir des classes, quand on se promène même dans la rue, on voit bien quand même il y a une vraie, un comportement qui a largement évolué de nos jeunes et particulièrement des mineurs. Est-ce que vous parliez du DSA, vous parliez d'initiatives qui arrivent? Est-ce qu'on n'est pas quand même à la ramasse? Est-ce qu'on n'est pas trop lent par rapport à l'ampleur du phénomène qui est le phénomène TikTok chez nos jeunes? Et est-ce qu'il ne faut pas quand même être peut-être un peu plus radicaux, un peu plus volontaristes pour les protéger? Parce qu'aujourd'hui, on a des pistes, on avance, etc. Mais est-ce que ça va pas, voilà, est-ce que ça va assez vite? Voilà ma première question. Alors, pardon d'avoir été trop long tout à l'heure, je vais essayer d'être très rapide. J'ai vu une étude, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, qui disait que la puberté numérique maintenant, c'était 9 ans. C'est-à-dire que c'était à 9 ans, il faut que je retrouve l'étude, hein, c'était à 9 ans que les enfants, parce qu'à 9 ans on est un enfant, on n'est pas un ado, les enfants avaient en général leur premier smartphone ou ailleurs en moyenne ou avaient accès à un écran de façon régulière. C'est beaucoup trop tôt. En réalité, si on prend un peu de recul, ma génération, elle a dû apprendre avec ces outils la lenteur, hein, pardon, la vitesse et le multitasking. Mais les gamins, ils doivent apprendre aujourd'hui la lenteur et le monotasking, parce que le multitasking et la vitesse, ils sont nés dedans et ils vont très vite. Et le problème, là où je suis d'accord avec vous, c'est que quand tous ces outils prennent toute la place, hein, vous n'avez plus le moment d'apprentissage de la lenteur et du monotasking. Donc ça, déjà, de façon générale, moi, toujours été j'ai toujours été plutôt technophile, paradoxalement, et je fais du numérique depuis très longtemps, mais j'ai toujours été plutôt je pense que l'école doit apprendre la connexion et ne doit pas devenir elle-même connectée. C'est pas du tout la même chose. Après, si vous me posez une question, moi je ne suis pas législateur, et donc je n'ai pas tous les outils pour vous répondre. Mais je pense que TikTok avant 16 ans, c'est une catastrophe, oui, je pense. Alors en théorie, après, est-ce que les règles d'usage, 15 ans pour les uns ou autres, sont respectées? Je n'en sais rien. Vous vous souvenez de ce projet de Facebook, à un moment donné, ils avaient pensé faire un Facebook pour les moins de 13 ans. Et ils n'avaient pas compris qu'une grande partie de la communauté scientifique ou autre s'était complètement mis vent debout contre ce projet. C'était il y a, je crois, 5, 6 ans, peut-être même un peu plus. Donc, intuitivement, oui, je pense qu'il faut une surprotection, en tout cas avant 15 ans, avant 16 ans, oui, ça c'est sûr. Après, vous le savez bien, l'interdit est toujours aussi très attirant. Les mécanismes de réseau, quand même, existent partout. Mais personnellement, je ne sais pas. Il y a une partie de moi qui vous dit l'interdiction avant 18 ans pour TikTok est une bonne chose, hein. Mais en même temps, une autre partie qui se dit que quand même, on aurait un outil beaucoup moins létal, y compris pour tout le monde, ça serait pas mal aussi.
voyez ce que je veux dire? Bon, je suis entre les deux. J'ai pas de... Heureusement, je n'ai pas à prendre cette décision-là, mais en tout cas, oui, est-ce qu'on est à la ramasse? Oui, mais je pense qu'on est à la ramasse parce qu'on n'a pas la souveraineté sur les outils. En réalité, je vois quand même toutes les actions, surtout le nombre d'associations citoyennes, etc., même le nombre d'élus qui sont vous-même sensibles à ces questions. Mais en réalité, ça se passe au niveau européen. Vous savez comment le DSA a été euh, je vois bien même quand nous on parle avec les EGI, les États généraux de l'information, de la réforme à venir du DSA, on nous dit mais tu te rends pas compte à quel point ça a été difficile la dernière fois. Et c'était dans un contexte géopolitique complètement différent. Or aujourd'hui, il faut bien voir une chose, le contexte géopolitique, du point de vue dont on parle, c'est-à-dire que toute la tech se rue derrière le pouvoir américain aujourd'hui dans l'espoir de deux choses. La première, c'est une absence totale de régulation pour maximiser les chiffres d'affaires et les modèles d'affaires, ce qui veut dire un développement de l'addiction complètement dingue. Vous avez vu qu'il y a eu des laboratoires de recherche d'universités qui ont été fermés sans absence de fonds, etc. Donc on va même plus être capable de dire ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et la deuxième chose, dans l'idée même de faire sauter tout cadre européen. Donc je suis d'accord. Mais voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas vous répondre mieux que ça. Je suis désolé. Il y a une partie de moi qui se dit oui, ça serait vraiment bien d'interdire TikTok aux moins de 16 ans, aux moins de 17 ans. Mais est-ce que je ne sais pas ce que ça donne derrière. Voilà. Et alors, juste une deuxième question. En effet, bon, voilà, il y a la question de l'interdiction, mais vous parliez, vous, dans les points que vous avez évoqués à la fin, de la question de l'éducation qui était fondamentale. Mais en effet, là, on est entre nous, on est très sensibilisé au sujet. On connaît les dérives, on connaît les conséquences que peut avoir un réseau social tel que TikTok sur nous, mais on est aussi sans doute pas du tout représentatif de la population française. J'étais dans une circonscription voilà, dans ma circonscription, voilà, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une médecin, une assistante sociale qui sont dans des quartiers un petit peu plus compliqués de la ville de Reims, là où je suis, et qui me disait qu'en fait, il y avait chez les mamans une forme de fierté de voir leurs petits de 2, 3, 4 ans aller sur les réseaux sociaux, connaître certaines chorégraphies, certaines musiques, certaines personnalités influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc je pense qu'on est quand même assez loin parfois voilà, du rapport que peuvent avoir certains de nos concitoyens vis-à-vis des réseaux sociaux et voilà, du rapport que peuvent avoir certains parents quand ils voient leurs enfants sur le téléphone et sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il nous manque peut-être, dans notre pays en l'occurrence, singulièrement, mais l'établissement très clair, le diagnostic très clair du lien euh, de causalité entre l'usage de TikTok et l'impact sur la santé mentale des mineurs, des jeunes, et que c'est peut-être pas assez posé clairement dans notre pays quand on a eu voilà l'interdiction de la cigarette aux mineurs, de l'alcool, etc. C'est parce qu'il y avait un diagnostic qui avait été posé et que c'était incontestable, que c'était mauvais pour la santé chez les plus jeunes. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par un message peut-être, enfin ouais, un diagnostic, quelque chose de très médical qui pourrait permettre voilà, d'objectiver la chose auprès du plus grand public. Écoutez, moi je peux quand j'ai sorti La civilisation du poisson rouge en 2019, donc 2018, je ne sais plus, TikTok n'existait pas encore. Et pourtant, alors que j'avais pas prévu ça, on m'a invité dans plein d'écoles en réalité. Et je suis allé, et je dis école, dans des collèges aussi, mais dans plein d'écoles. Et je me souviens je ne sais plus où en région, je crois que c'était en Bourgogne, il y avait une institutrice qui avait, c'était en CE1 ou CE2, je ne sais plus, qui avait fait comme atelier de cette classe, ne soyons pas des poissons rouges. Bon, moi, ce qui m'avait surpris quand même, heureusement surpris, c'est que malgré tout, les enfants se rendaient compte du mécanisme d'addiction dans lequel ils sont en réalité. Quand je parlais de boulimie tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, d'autant plus que un diagnostic clair permettrait de poser des mots sur un ressenti général. C'est ça que je voulais dire. Il y a sans doute des parents qui sont heureux de voir leurs enfants danser sur TikTok, mais en réalité, quand moi je vais dans beaucoup de classes et en réalité,
le ressenti, il est là. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un truc quand même, pardon de reprendre la métaphore ou l'image de nourriture, mais on sent bien que on s'empiffre quoi avec TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire personne va vous dire j'ai une nourriture équilibrée, je mange sainement en étant sur TikTok. On sent bien qu'il y a ce rapport-là. Et donc il faut à un moment donné qu'il y ait un accord. Moi je pense, c'est un avis qui fera pas forcément plaisir à tout le monde, je pense qu'il y a eu une très forte ambiguïté sur à un moment donné au niveau de l'éducation nationale, la volonté de faire rentrer, j'allais dire, le numérique dans l'éducation nationale, apprendre à faire des recherches Google, apprendre à chercher en ligne, tout ça est vrai, et tout ça est absolument important de le faire, utiliser l'espace pédagogique, personnel, etc. Et le fait de poser un diagnostic sur les réseaux. Et je crois que ça, parce que soyons francs, YouTube aujourd'hui est devenu une aide parascolaire extrêmement importante pour les profs, comme pour les élèves. Et c'est vrai. Et moi, je le vois bien, si vous voulez, YouTube aujourd'hui, parce qu'il y a des choses vraiment extraordinairement intéressantes, est devenu aujourd'hui un moteur de recherche très, très important, une aide, etc. Mais TikTok, c'est pas la même chose. Et donc, si vous voulez, moi, je pense que jusqu'à présent, quand tous les diagnostics auxquels j'ai assisté, c'était à l'initiative d'enseignants ou d'enseignantes, mais jamais effectivement clairement posé du point de vue de l'éducation nationale. Et en réalité, vous avez peut-être besoin de médecins, mais vous savez, c'est très simple, hein, le ressenti est tellement fort que même moi j'ai vu des institutrices ou des instituteurs faire arriver à dire à leur classe très très facilement, oui, j'aimerais bien toujours pouvoir le faire, mais moins quand même. Si je pouvais le faire juste pendant la cour de récré, puis pas, etc. Voilà. Donc je pense je suis d'accord avec vous sur ce diagnostic, mais je pense que pareil, quand on discutait avec les EGI d'éducation aux médias, je leur disais, mais c'est pas éducation aux médias qu'il faut faire. C'est pas le problème d'éduquer à lire le journal. Il faut apprendre à contextualiser les messages, ce que c'est qu'une information, et apprendre le discernement. Mais vous avez des pays dans lesquels ça se fait de façon générale et globale, la Finlande par exemple, et nous, ça reste une petite activité qui est faite par des bénévoles et des volontaires qui sont formidables, mais pas bien structurés et pas bien organisés. Merci. Alors, j'aurais beaucoup de questions, mais je vois que l'heure tourne. Euh, je vais d'abord donner la parole aux collègues, si jamais l'un d'entre eux souhaite réagir. Thierry Pérez. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Monsieur Patino, merci beaucoup. De la même manière, je rebondis sur ce que disait Madame la rapporteure avec des propos avec lesquels je suis parfaitement d'accord. De la même manière qu'aujourd'hui, mais ça a mis du temps, aujourd'hui, on verrait un enfant de 10 ans assis à la terrasse d'un café en train de fumer une cigarette et boire une vodka, on se dirait, mais bon, déjà c'est interdit, mais c'est absurde, ça ne devrait pas exister. Est-ce que effectivement, c'est pas vers ça qu'il faut que nous allions par rapport à l'usage des réseaux sociaux et de TikTok en particulier, de se dire un enfant de 4 ans, de 9 ans, de 10 ans, même de 15 ans, qui passe ses journées sur TikTok, c'est absurde, ça ne devrait pas exister. Je pense que là, nous avons une piste, alors qui est une piste de communication, d'éducation, qui va prendre du temps, etc. La deuxième solution, et je voulais vous faire réagir là-dessus, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement interdire les smartphones aux moins de 15 ans? Voilà, de dire c'est interdit. Je vous remercie. Alors, sur le premier point, moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, souvent, je cite le fait que quand moi j'étais enfant, pour la fête des pères, on nous proposait de faire des cendriers. Et donc, ça paraît absurde aujourd'hui de se dire quand même, on avait 6 ans, on apprenait à faire en pâte à sel des cendriers pour notre père, entre guillemets, et aujourd'hui, ça paraît vraiment complètement dingue sur plein de points de vue, comme votre enfant qui boirait de la vodka ou fumerait une cigarette.
Donc je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est pas normal de passer X heures, c'est pas normal de passer 36 heures sur les réseaux par semaine et de passer seulement 15 minutes à lire. Non, ça n'est pas normal. Et donc, mais ce que je disais par rapport excusez, Madame la rapporteure, c'est de dire seulement l'interdiction, c'est peut-être bien. Moi, je pense que rien n'est mieux que la modération plus l'éducation. Enfin, le triptyque, régulation, modération, éducation. Parce que je crois que quand même, aujourd'hui, dans la force de la technologie, si vous voulez, toute interdiction passe par son contournement, en réalité. Et donc, c'est pour des raisons d'efficacité que je dis ça, parce que franchement, d'un point de vue politique et philosophique, j'allais dire interdire TikTok, je trouverais ça tout à fait logique. Mais on créerait immédiatement un TikTok autre, basé sur les mêmes modèles addictifs, et on passerait d'interdiction en interdiction. Et donc, peut-être que j'ai peut-être tort, hein, mais après, sur l'autre point, interdire les smartphones au moins de 16 ans, euh, là aussi, moi, je sais pas comment vous dire ça, parce que si vous voulez aller à rebours quand même à un moment on voit bien, et moi je le regrette là, parce que j'ai beau être technophile, je pense que la connexion permanente a tout changé dans nos vies à partir de 2006-2007. C'est-à-dire que quand le smartphone s'invente, en fait, ce qui s'invente, c'est pas le smartphone, c'est le fait d'être en permanence connecté. Et donc de devenir, pardon de mon obsession économique, de devenir un marché permanent pour l'économie de l'attention en réalité. Donc c'est très compliqué aujourd'hui, je trouve, dans une société qui est totalement connectée en permanence, de dire vous n'avez pas d'accès à cet aspect-là de la société avant X années. Moi, encore une fois, le mécanisme d'interdiction, je suis ultra favorable à on dépose son smartphone quand on rentre à l'école. On dépose son smartphone, on éduque de façon à ce qu'on dépose son smartphone avant d'aller dormir. À la limite, ce genre de choses. Sur l'interdiction totale, en raison de l'efficacité même du dispositif, j'ai toujours un doute pour être très franc avec vous. Mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse aux réponses à tous et je vous fais part de mes doutes. Même si je partage absolument votre objectif en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment des questions de méthode, c'est pas des questions d'objectif. Merci pour ces réponses. Je ne vois pas d'autres questions de la part de collègues et nous avons déjà dépassé de 6 minutes le temps qui était imparti pour cette audition. J'avais évidemment beaucoup de questions à vous poser, voilà, sur la question de l'économie de l'attention, vous évoquez notamment la question du soulagement de la délégation aussi dans Submersion, et je trouvais ça assez intéressant à noter. Voilà, et que finalement, il y a quelque chose d'assez satisfaisant de se laisser soulagé par les différents réseaux et donc TikTok notamment. On aurait pu revenir aussi sur les différentes préconisations des États généraux de l'information, mais je crois que voilà, ça alimentera plus largement notre réflexion et je renvoie l'ensemble des collègues à la lecture et notamment toute la réflexion qui doit être menée sur la question de la lutte contre la désinformation. Vous avez évidemment évoqué les sujets de sensibilisation, d'éducation aux médias. Voilà, sur les mécanismes de contrôle de l'âge, je crois qu'on a donné un certain nombre d'éléments, mais tout ceci est évoqué plus longuement dans les EGI. Voilà, donc on va s'arrêter là, sauf si, Monsieur Patino, vous vouliez ajouter une dernière chose que vous auriez souhaité porter à notre attention. Quoi qu'il en soit, je vous laisse la parole pour conclure, mais je vous remercie vraiment pour la qualité de cette audition et puis plus largement pour l'ensemble de vos travaux, de votre engagement sur un espace numérique informationnel plus sain, sur les enjeux que vous mettez en avant en termes de souveraineté notamment. On est évidemment disponible, la commission, pour tout élément de précision que vous souhaiterez porter à notre connaissance, y compris par mail et par écrit, pour préciser et potentiellement le questionnaire de la rapporteure si vous le souhaitez, et toute autre information ou voilà, suggestion que vous pourrez porter à notre connaissance. Merci infiniment. Merci à vous. On va transmettre effectivement les réponses écrites au questionnaire pour compléter l'audition. Voilà. Et juste le prochain point sans doute pour votre commission, qui est un point sur lequel on n'est pas encore
c'est que une partie croissante des jeunes font leurs recherches grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qui va encore plus biaiser le rapport à la réalité que nous avons. Et je crois que ça, à un moment donné, il va falloir un peu aussi s'en préoccuper. Mais pardon de terminer comme ça. Non, non, mais c'est un sujet émergent et vous voyez, nous sommes toujours avec un temps de retard Non, sur non. les usages du numérique. Mais enfin voilà, l'Assemblée nationale se saisit de TikTok, après le Sénat d'ailleurs, après évidemment d'autres parlements en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Voilà, donc, mais nous essayons voilà, de porter cette réflexion et donc merci aussi d'avoir contribué à alimenter le législateur, à le nourrir d'une certaine manière. Voilà. Bien. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Et donc, chers collègues, si vous voulez bien, on va mettre fin aux auditions pour ce matin. La séance est suspendue donc jusqu'à 14 heures et nous allons désormais basculer dans le point presse pour présenter l'initiative de consultation citoyenne dans 6 minutes désormais.